Depuis de nombreuses années, des efforts ont été engagés pour permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes soins que les personnes valides. Pourtant, malgré une meilleure prise en charge de leur handicap, la santé de ces personnes reste plus fragile que celle des valides. Est-ce que c'est normal que des personnes qui ont des déficiences psychiatriques, il y a une espérance de vie de 10 ans inférieure à la moyenne? C'est anormal de découvrir les tumeurs du sein 10 fois supérieures chez les personnes en institution que chez les personnes qui ne sont pas handicapées. La MNH, dans le cadre de sa grande cause, a souhaité donner la parole aux professionnels qui chaque jour sont engagés aux côtés des personnes en situation de handicap, afin de leur offrir un véritable projet de vie. Le point le plus important, je trouve, et concernant les personnes en situation de handicap, et sur lequel on a tous collectivement à faire des progrès, c'est notre capacité à prendre le temps, à avoir la sensibilité pour essayer en permanence de comprendre ce que souhaite la personne. Je vois pour la première fois un polyhandicapé. Je suis un peu perdu, mais c'est un patient comme tout le monde. J'ai besoin de m'en occuper. Eh bien, je peux avoir les 3 bons conseils rapidement, et les patients comprennent très bien qu'on aille tapoter sur notre petite machine pour récupérer 3 informations. Mais donc on a besoin d'accompagner les professionnels de santé. Afin de répondre à cette demande, Coactis Santé a créé HandiConnect, un site ressource pour aider les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne auprès des patients en situation de handicap. J'ai un fils qui a une déficience intellectuelle et qui est autiste, et la première fois quand il s'est fait opérer, on a cherché partout des outils pour le préparer à cette opération. On n'a pas trouvé, donc on a fait nous-mêmes des découpages, montré des vidéos, mais honnêtement c'était pas satisfaisant. Et l'idée justement de Coactis, c'est d'apporter des outils concrets pour permettre à des soignants de ville d'accompagner au mieux et de recevoir et de soigner et de prendre en charge des patients en situation de handicap près de chez eux. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les associations de patients, tout type de handicap, des réseaux de soins, des professionnels de santé, pour leur dire quel est votre besoin. La prise en charge d'une personne en situation de handicap implique que les soignants offrent davantage de temps et de bienveillance. C'est sur ces valeurs essentielles que les centres Ipsos Santé ont mis en place une médecine générale attentive aux personnes fragiles. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « ici je me sens écoutée ». Et mon médecin ou ailleurs, sans forcément être en colère contre cet ailleurs, il n'y avait pas le temps, quoi. Il y a eu un certain nombre de valeurs qui ont été sélectionnées pour être partagées à travers les différents cabinets et les différentes missions. La première, c'est la bienveillance. Et on s'est rendu compte tous dans nos études médicales que la bienveillance, c'était déjà la bienveillance entre les soignants. La deuxième, c'est le collectif. On est plus forts tous ensemble. Le progrès continue. Donc on se forme les uns aux autres. Certains sont plus pointus dans certains domaines que dans d'autres. On s'attache à créer des cabinets qui vont avoir une ambiance pas trop médicalisée, un lieu où on peut se sentir dans une ambiance accueillante. Ce qui a été pensé à l'ouverture du premier cabinet, c'est comment optimiser la journée d'un médecin généraliste. Tout est géré au niveau administratif à l'accueil. On n'imprime pas les ordonnances, on ne fait pas de facturation, on passe pas la carte vitale. Et c'est vraiment les assistants médicaux qui vont faire accueillir le patient et lui dire au revoir. Tout ça fait que quand on vient pour X heures de travail, ça va être X heures de consultation qui sont optimisées pour les soins. Depuis 5 ans, Ipsos Santé teste également le programme Médecins traitants renforcé en concertation avec la CPAM. Ils visent à réduire le nombre de tarifications à l'acte au profit d'une prise en charge globale du patient. Ce qu'on aimerait aussi, c'est lancer d'autres choses pour les patients. Donc ça peut être par exemple quelques rendez-vous avec des psychologues pour des patients qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens de voir des psychologues. Donc pour ça, on a des partenariats en quelque sorte avec des psychologues à qui on peut adresser. Recruter une coordinatrice sociale pour pareil les patients qui en ont besoin. Encore une fois, le but c'est vraiment d'élargir la prise en charge à autre chose que la consultation médicale. Lorsque le handicap est causé par un accident, les soins du corps ne sont qu'une partie de la rééducation, car il faut adapter les personnes à une nouvelle vie. La clinique des Trois Soleils de Boissys-le-Roi est spécialisée dans la réadaptation des personnes victimes d'AVC. Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place pour proposer à leurs patients convalescents une véritable réinsertion. Dès la phase de préadmission,
on va s'engager dans un parcours de soins, puis de vie pour le patient, qui va être long, voire définitif, puisqu'effectivement, la plupart des patients suivis en centre de rééducation et qui gardent des séquelles vont être suivis au long cours, et toutes les problématiques liées à l'hospitalisation, puis liées à l'insertion sociale, professionnelle et à toutes les dimensions que ça peut recouvrir, vont devoir être traitées et quasiment vues ou identifiées dès l'arrivée du patient. On travaille beaucoup avec les services d'HAD, d'hospitalisation à domicile, classique et de réadaptation, parce qu'en effet, l'idée c'est que le patient il reste le moins longtemps possible dans notre établissement. Une des missions qu'on a, c'est identifier effectivement les barrières, les freins qui vont devoir être traités, de sorte que le patient se retrouve le mieux possible à l'extérieur, à la fois sur ses soins et sur sa capacité à être le plus autonome possible. Du coup, on est le combien aujourd'hui ? Jeudi 29 juillet. De quelle année ? 2021. Ok. Je pense qu'au niveau du bien-être du patient, l'ergothérapie, ça joue un rôle parce qu'on est vraiment axé à l'activité de vie quotidienne et on se centre aussi sur leurs loisirs. Donc on prend la personne dans son entièreté, aussi bien ce qu'elle souhaite, mais aussi ses déficiences pour essayer de l'améliorer. Et ensuite, ça les fait couper aussi des soins à proprement parler, puisque c'est un petit peu une façon détournée de travailler quelque chose qui ne fonctionne pas malheureusement. Vous venez de retourner quoi ? J'ai pas fait attention, mais j'ai vu que c'était pas une souris. Alors c'est une vache. Oh là là. Le fait de retrouver une notion au travers du jeu et du travail collectif, la possibilité de faire travailler de façon intensive les patients a permis effectivement de diversifier, d'étendre le champ de notre arsenal thérapeutique, en tout cas de nos propositions thérapeutiques. Tu montes dessus et à ce moment-là, tu essaies de te lâcher, de stabiliser. Le sport, c'est un peu une nouvelle activité, on va dire, qui commence à se faire connaître. On est en complémentarité de tous les autres thérapeutes. Quand je sors d'ici, j'ai l'équilibre, j'ai la coordination. Je peux effectivement gérer l'année et revenir l'année après. On aide un peu les kinés au renforcement musculaire, à l'équilibre, des choses comme ça. Donc, et en même temps, on peut apporter une petite animation. Tu attends 2-3 secondes, tu te tiens et tu repars. Ça fait 8 ans que je viens. Donc au départ, quand je suis arrivée, j'étais en fauteuil roulant. Lorsque je suis sortie d'ici, la première année, j'étais avec 2 béquilles. Je suis rentrée avec 2 béquilles à nouveau. Je suis ressortie avec une béquille la 2e année. D'accord ? La 3e année, je n'avais rien. Il y a 4 ans, on a monté donc, avec le docteur Duré un projet, l'activité physique adaptée dans les salles de sport, donc de fitness. Ce programme a été un grand succès. On a pu inclure sur ces plateaux techniques des personnes avec des déambulateurs, des fauteuils. Et en fait, au bout de 6 mois, on les laissait un peu choisir s'ils voulaient s'inscrire dans la salle de sport comme un adhérent lambda. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer qu'un patient handicapé puisse aller dans un certain nombre de lieux d'activité, y compris des centres de fitness, alors que c'est tellement simple. On connaît effectivement le process, on connaît les intervenants nécessaires, on sait comment faire, et ce serait tellement si simple effectivement que chacun puisse avoir cette offre à disposition. Parfois, le projet de réadaptation se heurte à l'isolement des patients qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur un lieu de rééducation médicalisé. C'est pour cette raison que depuis 10 ans, le pôle Saint-Hélier de Rennes a fait le choix du hors-les-murs en créant un hôpital à domicile composé d'une équipe pluridisciplinaire de rééducation qui se rend directement au domicile du patient. Ici, nous rencontrons des pathologies de type neurodégénératif, Parkinson, sclérose en plaques, lombalgie chronique. En fonction des objectifs qu'on aura fixés ensemble, on adaptera la séance. Ça peut être plier du linge, faire la toilette, préparer un repas, mettre la table, vider un lave-vaisselle. Ça apporte aussi du soin à des patients qui n'avaient pas avant ce soin, des auto-entrepreneurs qui ne pouvaient pas forcément se mettre en arrêt de travail, qui n'avaient pas forcément le temps de se dégager pour venir chez nous. Il y a 15-20 ans, finalement, on était très centré sur l'hospitalisation complète, peu l'hôpital du jour. On évaluait bien le domicile et on ne faisait pas la rééducation au domicile. Et notamment, il nous manquait ce que les libéraux ne veulent pas faire. La prise en charge neuropsychologique, les ergothérapeutes. Et c'est là où est venue l'idée de l'intégrer dans une HAD de rééducation.
Si on travaille les transferts lits, on va avoir une étagère qui va nous gêner, on va avoir un lit qui va être non médicalisé, on va avoir une salle de bain qui aura une douche avec une petite marche. Se lever d'une chaise ici en centre de rééducation, c'est bien, mais se lever de leur canapé chez eux qui est un peu plus bas et qui est un peu plus mou, c'est aussi important pour eux. Dès qu'on est à la maison, finalement, on revient dans les contraintes qui sont la vraie vie. Et je crois que l'idée d'intégrer le domicile, le aller vers le plus précocement, c'est d'intégrer une rééducation de meilleure qualité. Pour pallier à la fermeture de l'hôpital de jour lors du premier confinement au printemps 2020, le pôle Saint-Hélier a mis en place un hôpital de jour numérique. Beaucoup de patients neurologiques avec des atteintes neurologiques baissaient en capacité de manière très vite puisque tout s'était arrêté. Et on avait dans les tablettes un petit peu, c'est-à-dire au travers finalement les prises en charge du aller vers, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers en numérique? Est-ce que vous m'entendez, Vincent? Ouais, vous m'entendez bien? Le programme dure 4 semaines sur des sessions de 2 à 3 jours selon les pathologies, avec 3 séances par jour de 30 à 45 minutes en fonction si c'est collectif ou individuel. On se met accroupi, on se place sur le ventre, on se relève. L'idée, ça a été ça tout le début finalement de la mise en route, ça a été de faire les exercices en même temps, finalement pour montrer, pour se dire comment on est capable de faire. Une chaise peut devenir un outil de rééducation si on s'assoit, si on se met assis plusieurs fois d'affilée. Un escalier, ça peut être des bouteilles d'eau, si on les remplit, ça devient des haltères. On n'a pas d'eau en bouteille. Ah oui, c'est que du vin en bouteille. On est en carafe, donc les carafes, ça va pas être très pratique pour l'exercice. Non mais c'est très bien. La J numérique, c'est pas à la place de l'hôpital de jour ou de l'hospitalisation complète, c'est un autre mode de prise en charge. Donc ça veut dire qu'il est capable de monter cette petite marche ou de travailler cette petite marche si c'est nécessaire, de travailler dans son milieu de vie en sécurité. Réorganiser sa vie lorsqu'on est victime d'un handicap passe également par le soutien des aidants. Le centre de réadaptation de Mulhouse les aide à trouver leur place dans le parcours de réautonomisation de leurs proches malades via un programme d'éducation des aidants. Le principe de ce PEA, plan d'éducation aux aidants, c'est de faire participer l'aidant principal, en général familial, à la rééducation-réadaptation le plus tôt possible dans le parcours de nos patients. L'aidant peut stimuler le patient d'une autre façon que le soignant. On a la blouse et la blouse justifie l'aide, alors que l'aidant va avoir une autre approche, connaît les habitudes, connaît le caractère. Le médecin commence par présenter aux proches, lors d'un entretien famille, ce projet d'éducation aux aidants comme faisant partie du parcours de rééducation. On a établi des grilles avec tous les soins auxquels on peut intervenir et aider la famille. On montre le soin, mais surtout on demande à la personne de participer aux soins sous surveillance, guidage, conseil. C'est une aide qui peut être par exemple l'aide à l'habillage, le déshabillage, l'aide au transfert quand il s'agit de lever ou coucher le patient. Nous avons donc, depuis que nous avons mis ce projet en route, formé quelques familles. Il y en a qui sont très réticentes et il y en a qui acceptent volontiers. On a dû beaucoup travailler sur un argumentaire médical, mais aussi sur un argumentaire soignant, car bien souvent les familles ne sont pas habituées à participer à la rééducation de leurs proches hospitalisés. Et les familles, en principe, sont souvent reconnaissantes à la fin. La formation que nous avons suivie, c'était une formation de communication et dans un premier temps, c'était plus de la théorie et l'après-midi, c'était plutôt de la mise en pratique avec des jeux de rôle, des sketchs entre nous. Pour les retours qu'on a eus des proches, bien souvent les proches sont très contents du coup de ce projet car quand ils rentrent à domicile, ils savent déjà effectuer les gestes. On a envie de faire connaître ce projet un petit peu partout parce qu'on pense que c'est quelque chose de constructif, quelque chose qui va aider. On parle beaucoup de soins à domicile et d'aider au plus possible et là on pense vraiment qu'on aide les familles à continuer à soigner et accompagner leurs proches à domicile. S'ils peuvent compter sur leurs aidants, les patients peuvent aussi être amenés à rencontrer des personnes victimes d'un même handicap afin de galvaniser leur parcours de réadaptation.
On parle alors de père-émulation ou bien de père-aidance. Je viens de l'addictologie en fait. J'ai connu 3 hospitalisations parce que j'ai rechuté 3 fois. Je suis née avec une paralysie cérébrale, donc ce qui crée un léger handicap moteur. Je suis devenu père aidant parce que moi-même j'ai été père aidé. Lorsque j'ai rencontré des personnes qui avaient une problématique commune à la mienne, eh bien, des processus d'identification et d'espoir se sont mis en place. Je me suis dit aussi que si c'était possible pour eux, eh bien ça doit l'être pour moi. J'étais pas du tout partante pour travailler dans le handicap en tant que personne handicapée. C'est qu'à un moment, je me suis sentie légitime à partager et à faire valoir ces expériences et ces savoirs que j'avais acquis. Et la kinésithérapie, c'est un véritable enjeu et qui prend du temps. J'interviens aussi auprès des étudiants en médecine et on parle justement de comment on soigne les gens, en fait. Toutes les formations des formes. Et les professionnels de la santé, ils arrivent avec leurs compétences et ils chaussent leurs lunettes à visée symptomatique. Et donc ils ont tendance, malgré eux, pour certains, à voir une personne uniquement sous le prisme des symptômes plutôt que de la voir dans sa globalité. C'est comment on amène la personne à aussi prendre une place dans le soin. Racontez-nous et dites-moi comment vous faites et comment vous vous débrouillez, parce que ça va être une base pour construire le soin et l'accompagnement. Plutôt que de partir de « on va voir tout ce que vous ne savez pas faire » et sur des fondations comme ça ne peut pas marcher. Pour préparer au mieux les soignants à la prise en charge du handicap, il est nécessaire de les y confronter dès leur formation initiale. L'Institut de formation des aides-soignantes et puéricultrices de Nancy propose ainsi des stages obligatoires et des journées de sensibilisation au handicap au sein même de son cursus. On a commencé les cours sur le handicap beaucoup plus tôt parce que dès ce premier stage, on a des élèves qui sont partis en structure accueillant des enfants en situation de handicap. Et donc c'est vrai qu'on a déjà fait intervenir des professionnels très rapidement. Alors après, l'appréhension, elle est là, ça a été un gros sujet de conversation avec elle parce que l'appréhension, elle est vraiment là. La première fois que j'ai rencontré une personne en situation de handicap, j'étais pas du tout préparée. Et j'ai rencontré un enfant polyhandicapé et j'ai été très perturbée. Personne n'est préparé face au handicap tant qu'on ne l'a pas rencontré. Je me suis dit, le pauvre, il est bloqué dans son corps en fait. Et du coup, je me suis dit, comment moi je vais pouvoir l'aider Je suis bienveillant de nature. Et je veux bien faire les choses et je veux surtout apporter de l'aide. Donc du coup, tout s'est bien passé. La plupart du temps, les élèves sont surpris, sont parfois déstabilisés. Mais ça, c'est typiquement humain. Enfin, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et finalement, quand les gens apprennent à connaître, ils se rendent compte qu'il y a plein de craintes qui disparaissent assez naturellement. Et ils ont besoin d'être rassurés, ce qui est fait en général par les équipes qui les accueillent. Et on se rend compte que rapidement, au bout de quelques jours, les choses s'améliorent et finalement ça se passe bien. On m'aurait dit il y a des années, tu vas travailler avec des personnes en situation de handicap, j'aurais dit non en fait. Et maintenant en fait que j'ai travaillé avec eux, que j'ai appris à les connaître, et en fait pour moi c'est des personnes comme tout le monde en fait. C'est des personnes comme tout le monde qui ont des difficultés. Mais bon, qui n'a pas de difficultés, on a tous des difficultés, plus ou moins importantes. Tous les cours qu'on a, c'est des intervenants d'extérieur, donc c'est tous des professionnels de la santé. Donc ce qui est bien dans leurs cours, c'est qu'ils illustrent leurs propos, et ce qui nous permet à nous de mieux se projeter, de mieux comprendre ce qu'ils disent. Quels que soient les cours qu'on a ici dans n'importe quel domaine, la réalité du terrain fait que on s'enrichit au fur et à mesure de l'exercice professionnel en fait. Quand on parle d'adapter, aménager, il y a encore un monde entre ce que les gens imaginent et ce que la personne en situation de handicap a vraiment besoin. Et je pense que c'est encore là la grosse difficulté. C'est qu'en fait, les gens qui pensent et qui réfléchissent l'intégration, la réfléchissent de leur côté de valide, qui va bien et qui n'a aucune difficulté. C'est pas la personne porteur d'un handicap qui doit s'adapter aux autres.
Je pense que c'est les autres qui doivent s'adapter au handicap, notamment au handicap de l'enfant. La prise en charge d'un handicap doit également relever le défi de rendre les personnes autonomes. Basé à Paris, le SAMSA Prepsy offre une détection et un accompagnement précoce des épisodes psychotiques avec pour objectif de répondre aux besoins médicaux mais également sociaux de leurs usagers. On constate qu'on peut éviter l'entrée dans le handicap psychique de ces jeunes gens par une action intensive, simultanée de plusieurs professionnels qui sont orientés vers les 3 objectifs principaux qui sont la reprise de l'activité professionnelle ou scolaire, la vie sociale et l'autonomie, en particulier à travers le logement. Il y a des craintes, il y a des appréhensions, il n'y a pas forcément l'envie de se réinsérer. Et finalement, c'est par la relation de confiance leur montrer que ça peut les aider. J'utilise des fois des outils comme des autoregistres où les patients doivent noter tous les objectifs, les émotions et les comportements pour pouvoir être conscients de qu'ils sont capables de faire des choses et ça les donne beaucoup de confiance. On va venir les aider à retrouver un groupe de socialisation, un groupe de pairs en fait. On va mener toutes les actions de manière coordonnée. Donc il y a des objectifs à l'aide d'un plan d'action qui vont être plutôt mis en avant chez un jeune et peut-être moins mis en avant chez un autre jeune. Donc par exemple, moi je vais arriver peut-être pas tout de suite par rapport aux objectifs diététiques, peut-être après. Il y a d'autres jeunes, par contre, je vais venir tout de suite, parce qu'il y a peut-être un problème de poids ou un problème métabolique qu'on peut gérer avec l'alimentation. On fait des simulations d'entretien d'embauche des fois. En fait, aussi, je leur montre leur CV, je leur explique que voilà, tu as un diplôme, voilà, tu as une expérience, tu as réussi ici, tu as réussi ici, pourquoi tu ne peux pas réussir là-bas, tu peux le faire, etc. En fait, je donne une motivation. Je prends leur histoire et grâce à leur histoire, je lui montre la motivation, ce qui peut réussir. Voilà. Et afin d'encourager l'autonomie de ses usagers, l'équipe de Prepsy a créé un système d'évaluation grandeur nature, le SAMSA Apart. Eh bien, nous voilà dans notre nouvel outil de travail qui est un outil d'évaluation écologique. Certains de nos usagers ne savent pas naturellement réaliser les plaques qui seront nécessaires à leur vie quotidienne. Et puis, par exemple, pour l'hygiène ou pour la gestion du linge, les aides-soignantes pourront travailler avec les usagers pour l'organisation. On a des jeunes qui n'avaient jamais cuisiné, qui n'avaient pas forcément accès à domicile à leur cuisine, qui, grâce au SAMSA Apart, se mettent à cuisiner. On va leur apprendre des choses et quand on voit après qu'ils peuvent le refaire chez eux ou dans leur logement autonome, c'est gratifiant. Donc on voit qu'on a eu un impact quand même là, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Ici, on rentre dans ce que nous appelons l'IRL, In the Real Life, qui est un studio qui est complètement meublé. Ce studio est autonome. On pourra proposer à des jeunes qui sont presque prêts pour rentrer dans un appartement à tester leurs capacités en passant 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits avec l'environnement de toute notre équipe qui peut être à leur disposition. J'ai commencé à avoir des hallucinations auditives. On m'a diagnostiqué une schizophrénie. Donc c'est mon psychiatre de la clinique qui m'a recommandé d'aller à Prepsy pour avoir une prise en charge plus globale. Donc j'ai eu le temps de beaucoup apprendre, beaucoup travailler sur beaucoup de choses. Donc sur notamment le stress et les relations sociales. Parce que par exemple pour le stress, j'étais incapable de rentrer dans un restaurant. Donc je l'ai fait avec eux au fur et à mesure. Donc ils m'ont permis d'aller mieux, de comprendre la maladie, d'aider mes parents aussi à accepter. Lorsqu'une personne en situation de handicap présente des troubles du comportement, c'est souvent signe d'une douleur qu'elle ne sait pas exprimer avec des mots. À l'EPSM Georges de Maison de Châteauneuf-sur-Loire, le docteur Saravan reçoit ses patients au sein d'une consultation dédiée afin d'établir un bilan de santé global qui ne se limite pas au handicap. Jusqu'à présent, tous les symptômes qu'il présentait, que ce soit des troubles du comportement, que ce soit l'agressivité, on le mettait sur le compte de l'autisme, en disant que ce sont des comportements autistiques, on ne peut rien faire. Sauf qu'on a oublié que ces personnes, comme tout individu, pouvaient faire des maladies, n'importe quel type de maladie, comme n'importe quel individu, ce qu'on appelle neurotypique. Bon jeune homme, allez, on va te peser de nouveau, parce que ça c'est important, le poids et tout. Ah!
Je vais pas te chatouiller, bouge pas. Quand je fais des formations, je dis, vous savez, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le langage, mais ils ont un langage. C'est le langage du corps. Le corps parle. On revient à ce que nos maîtres nous ont appris, c'est-à-dire la sémiologie de base médicale, inspecter, observer, palper, percuter, ausculter. T'es chatouillé, hein? Ah là 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 là. Moi, j'ai entendu mes collègues me dire « Ah, tu tiens compte de ce que disent les familles, ils peuvent raconter n'importe quoi. » Mais c'est faux. Ils sont au quotidien avec leurs enfants, donc ils vont nous donner des pistes. Quand il arrive à la maison, c'est l'explosion. Quand on lui pose une question, c'est « Je veux pas parler », il va s'isoler dans sa chambre avec son téléphone, ses musiques, et en même temps qu'il joue, ça lui arrive fréquemment de se taper. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une prise en charge, au moins minimum, dans leur parcours de vie, qu'on puisse leur faire un bilan de santé, comme tout individu, surtout eux, comme il y a certaines spécificités. Donc autant faire un bilan annuel, à l'instant T0, on les suit dans leur parcours de vie, ils sont enfants, ados, adultes, on les suit. Tu regardes droit devant, voilà, ouvre la bouche. Bon, ça tu sais c'est quoi? C'est un marteau, c'est pour voir tes réflexes. Mais non, on ne veut pas te faire mal. Les troubles du comportement, il ne faut pas les juger en disant c'est tout de suite, c'est de la psychiatrie, c'est tout de suite une pathologie mentale, non. Éliminant avant tout une maladie, et habituellement c'est la douleur. Et je dirais, on a des échelles de la douleur, profitons-en pour évaluer systématiquement. Si on peut faire ça, peut-être qu'on pourra faire avancer les choses. Ça va, jeune homme? Oui. Dis-moi, est-ce que je t'ai fait mal? Non, tu m'as fait rigoler. Je t'ai fait rigoler. Au niveau des professionnels, je pense qu'il y a un vrai sujet de la reconnaissance, qui n'est pas que financière, des professionnels qui s'investissent sur ce sujet, parce que ça va avoir un phénomène d'entraînement. Je pense qu'on est en train d'aligner les astres en disant collectivement, représentant le milieu, enfin, à la fois le milieu associatif, les institutionnels, les professionnels, etc. Oui, ce sujet, il mérite. Oui, c'est un vrai sujet. Oui, on va tous s'y mettre ensemble. On sent qu'il y a ce... Voilà, il est en train de se passer quelque chose. Et je pourrais dire, allez, hop, ça y est, c'est parti. Et tout le monde, et on irait encore plus vite. Je trouverais ça génial. Des progrès ont été faits, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Il faut continuer à se battre encore, je crois. Et avec les collègues qui sont vraiment inclus là-dedans, et on fera tout pour qu'ils aient une meilleure prise en charge, c'est tout. Ils ont droit à ça, ces personnes. Hé, jeune homme, t'en vas pas, hein? Tu ne m'as pas dit au revoir, hein? Tac, tac. Au revoir, jeune homme. Au revoir, madame. Je vous raccompagne.